Bonjour Mouloud. Bonjour Nicolas. Je suis ravi de te recevoir dans le studio de RCF aujourd'hui. Merci de m'inviter. Ton nom d'artiste, c'est Mouloud J. Donc Mouloud, plus loin, J, c'est un hommage à Marcel Mouloud J. On va y revenir, je pense, au cours de cet entretien. Et je te reçois aujourd'hui parce que ton prochain album sort le 31 mars, donc de cette année, 31 mars 2023. Il s'appelle Beat Generation. Ce n'est pas ton premier album, c'est déjà le quatrième, c'est ça, me semble-t-il. Le quatrième projet. On va en parler aussi ensemble. Mais pour commencer, je voulais faire référence au jour où je t'ai rencontré. C'était au Café Royal à Nancy, lors d'une soirée slam. J'ai eu l'occasion d'en parler sur cette antenne avec l'un des co-organisateurs, donc Tanguy. Et il se trouve que c'est toi qui as ouvert le bal ce soir-là. Donc on rappelle le principe des soirées slam organisées une fois par mois au Royal à Nancy. On peut venir librement déclamer un texte face au public, au milieu du public même, avec une seule contrainte. Ce texte ne doit pas dépasser les 3 minutes. Et ce soir-là, c'était donc toi, le premier. J'ai cru comprendre que tu étais un habitué de ces soirées slam. Tu vas nous en parler. Mais pour nous mettre dans l'ambiance, je t'ai demandé de partager avec nous le texte de cette soirée. Il s'intitule « Je compte ». Je compte. Je compte tes cheveux dans l'évier, je compte nos soupirs et nos murmures, je compte nos cris et nos disputes, je compte les arrêts du tramway. Je sais que t'as cette foutue peur de l'abandon depuis la mort de ton père, même quand je vais acheter le pain, t'as cette angoisse que je revienne plus. C'est vrai que l'autre jour, je t'ai dit que je sortais le chien alors qu'on n'en a jamais eu. Tu cherches des marques de rouge à lèvres sur mes chemises, des cils tombés d'un autre rire, un numéro dans la poche de mon jean. C'est vrai que parfois j'ai des absences. Quand je suis avec toi, je suis pas vraiment là, je pense à une autre. Je songe à ses courbes, ses silences et ses pieds, sa langue, son verbe, nos rêves familiers. Je sais que t'as cette foutue peur de l'abandon depuis la mort de ton père, que des lèvres brûlent à foison à la frontière d'autres corps et que les hommes sont les mêmes partout. J'aimerais parfois me scinder en deux comme un hémistiche, ne plus me perdre dans vos deux hémisphères et nous aimer dans le creux d'une rime riche. Et Dieu sait que ça me brûle en dedans parce que je t'ai pas aimé à moitié. Alors je compte nos années, je compte les constellations que dessinent tes grains de beauté. Je compte tes micro-sillons de nos baisers. Je compte tes cheveux gris dans l'évier. Je compte nos soupirs et nos murmures. Je compte nos cris et nos disputes. Je compte les arrêts du tramway. C'est vrai que parfois j'ai des absences quand je suis avec toi, je suis pas vraiment là. Je pense à une autre, je songe à ses courbes, ses silences et ses pieds, sa langue, son verbe, nos rêves familiers. Je tapote sur ta peau. Je compte des alexandrins sur ton dos. Merci beaucoup Mouloudji. Ça nous met bien dans l'ambiance. Et je me demandais en t'écoutant comment vient l'inspiration. Ça a toujours été un mystère pour moi ça. Ça peut partir d'une idée, en fait, d'un thème, ou alors d'un mot parfois, et après qui s'enchaîne avec d'autres mots, d'autres images, un peu comme au cinéma, avec des plans qui se succèdent, comme des plans séquences. Est-ce qu'on parle toujours de soi, ou des fois, sa propre personne est en dehors de l'équation ? Je parle beaucoup des autres, parce que je raconte les histoires des autres, mais je peux mettre une part de moi aussi dans ces histoires-là. Parce que là, il s'agit de l'histoire d'un homme qui a peur de s'engager, visiblement ? Oui, ou qui est perdu entre son amour de la poésie et aussi la personne avec qui il partage sa vie, et que parfois le temps de l'écriture va prendre beaucoup de place, peut-être trop, par rapport au temps de la vie en fait. Et c'est un peu le dilemme quand on est artiste, c'est de savoir trouver le juste milieu entre ce temps de l'écriture et le temps qu'on passe avec les gens qu'on aime. Donc dans ce texte, il y a effectivement beaucoup de Mouloudji. Oui. Et c'est ce que j'ai envie de creuser avec toi aujourd'hui, justement. Savoir ce qui fait qu'on se sent artiste, qu'on a ce besoin, en tout cas, ce besoin d'exprimer, que ce soit par l'écrit, que ce soit par la parole, que ce soit par la chanson, et d'aller au contact des autres pour essayer de les rejoindre. C'est quelque chose, toi qui vas sortir ton 4e album le 31 mars prochain, qui t'a toujours habité ? C'est quelque chose qui m'a habité assez tôt. J'étais avant tout un lecteur de poésie, un auditeur aussi de musique. Et on va dire, durant l'adolescence, je me suis mis à écrire des poèmes. C'est par ce biais-là
est entrée en fait l'écriture dans ma vie. Et ensuite, par rapport aussi à mes études de musique, j'ai fait le conservatoire en chant, où j'ai appris le métier de chanteur, parce que c'est un métier aujourd'hui, même si tout le monde peut se prétendre artiste. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pour moi, en tout cas dans mon idée que j'ai de ce métier-là, c'est un vrai métier à part entière. Et tout s'est construit un peu naturellement. Après, j'ai eu envie aussi de construire ma propre discographie, de faire des disques, de parler, de raconter des histoires, de partager mon amour des mots aussi avec les autres, dans des disques et ensuite sur scène. Et est-ce que c'est un choix ou une nécessité ? C'est vital ? Pour moi, c'est vraiment une nécessité. J'ai besoin d'écrire presque tous les jours, même si c'est juste une phrase ou quelques vers. J'ai ce besoin-là, en fait, ou alors d'écouter de la musique. Tu dis que c'est un métier, mais malheureusement, c'est un métier dont il est difficile d'en vivre. Oui, bien évidemment. Après, moi, j'ai un métier à côté aussi. Et ça me permet justement de pas mettre trop d'enjeux dans la musique et vraiment que ça reste quelque chose, on va dire, de passionnel. C'est là où je voulais en venir. C'est un métier, mais qui impose très souvent d'avoir un autre métier à côté. C'est ça. Donc voilà, il faut en vouloir, il faut être motivé parce que les nuits peuvent être courtes. Oui, et puis il faut aussi avoir cette abnégation et puis de pas se laisser dévorer peut-être aussi par l'urgence aussi des fois de faire des choses. Moi j'aime bien prendre mon temps pour faire des projets. J'essaye de laisser environ 1 an entre mes différents albums et ça me laisse le temps d'écrire, de revenir sur l'écriture, de bien choisir les mélodies qui accompagnent mes textes parce que c'est tellement important. C'est un peu comme des vêtements. On a envie qu'ils soient élégants, qu'ils soient beaux. Ton premier album, c'était en 2019. C'est ça, du jazz partout. C'était un album de 12 chansons, piano-voix, très dans la tradition chanson française. 2019, si je ne me trompe pas, tu avais presque 40 ans déjà ? C'est ça, c'est assez 40 rare. 40 ans peut-être même déjà. Oui, c'était... c'est assez rare aujourd'hui pour des artistes de sortir un premier projet à cet âge-là. Mais moi, j'avais envie que mon écriture soit mûre. Et en tant qu'auditeur, je suis très exigeant dans ce que j'écoute. Et je voulais vraiment que ce soit beau, que ce soit léché. Et j'avais ce désir de faire des belles chansons et aussi des chansons qui s'installent dans le temps. Mais tu avais déjà des chansons dans ta tête avant cela, j'imagine, Oui. Voire des enregistrements quelque part. Oui, mais je trouvais qu'ils n'étaient pas à la hauteur pour moi. Et tu te produisais sur scène ? Oui, je faisais de la scène. De la poésie, comme on a entendu au début de cet entretien. Oui, exactement. Aussi des chansons. J'étais accompagné d'un guitariste quand je vivais en région parisienne, Adrien Aubry, avec qui m'accompagnait sur scène, et je faisais aussi des textes a cappella dans les scènes ouvertes de Slam à Paris aussi. Alors on va écouter justement un extrait de ton œuvre, et on va commencer par la plus récente. Il s'agit du single extrait de ton nouvel album Beat Generation qui sort le 31 mars. Le titre qu'on va écouter s'appelle Blue Note, et tu vas nous expliquer après cela la genèse de cette chanson. J'ai pris des blue trains, des nuits sans sommeil, les joues gonflées d'espoir comme Dizzy Gillespie. L'amour avait les traits d'Alice Coltrane. L'amour avait les traits d'Alice Coltrane. Dans mon cœur, syncopé battement de quintette dans mes pleurs, mélopée coulant blue velvet, puisque le souffle me manque, je souffle sur les braises, dans le vent, l'harmonie d'un amour d'hier. Un jour, j'enregistre des mélodies acides, ellipses de ma vie, des départs, des hélices. Un autre, j'improvise au creux d'un soupir, et nos étreintes se délient en thème de jazz, en thème de jazz, en thème de jazz, de jazz. La blue note dans ton regard dérègle mon rythme cardiaque.
mou d'indigo sous le phare, coulure d'un ciel de martiaque, le sillon de tes lips déferle sur ma vie et emporte avec lui l'air de mes souvenirs. Quand tu te balances sur du Stan Getz, électrise la piste en bebop, crépitement de 10 000 Hertz, thème du Big Band en syncope, et sous ton manteau presqu'île, texture de ta peau textile, et sur tes hanches enrubannées, défait ta robe en roue bateau. J'ai pris des blue trains, des nuits sans sommeil, les joues gonflées d'espoir comme Dizzy Gillespie. L'amour avait les traits d'Alice Coltrane. L'amour avait les traits d'Alice Coltrane. Blue Note, c'est ton single Mouloudji, single de l'album qui sortira le 31 mars prochain, Beat Generation. Très beau morceau, mais j'ai envie de dire, il faut le réécouter plusieurs fois, parce que le texte n'est pas si accessible que ça, on est d'accord? Il faut au moins deux plusieurs écoutes. Oui, deux ou trois écoutes. Parce qu'il y a pas mal de noms qui sont lancés. C'est ça, beaucoup de références, jazz. On comprend aussi qu'il y a des références à une époque, mais il est préférable d'avoir plusieurs écoutes et pourquoi pas même le texte sur les yeux pour savoir où tu nous embarques exactement. Parce que tu nous embarques où là? Dans les années 60 C'est ça, 60-70, c'est un voyage en train dans un premier temps, des rencontres qu'on peut y faire, des belles rencontres qui nous exhortent, qui nous transportent, et puis les mauvaises rencontres parfois qu'on peut faire. Mais de ces rencontres-là aussi, on peut créer des chansons, même si les histoires se passent mal. Parfois, dans des déceptions amoureuses, il y a aussi des thèmes de jazz qui en ressortent. Et puis toutes les références jazzy, même au niveau du champ lexical que j'utilise aussi. Donc j'aime bien avoir pas mal de références jazz que j'utilise dans ce morceau-là. Et puis aussi à la nuit, à tout ce côté-là, un peu, tout cet univers un peu onirique. C'est quoi l'ambiance que tu avais envie de transmettre avec ce morceau? Une ambiance, oui, assez onirique, et puis quelque chose comme un voyage jazzy, en fait. C'était un vraiment voyage ça. jazzy, c'est un voyage qui porte sa part de solitude, sa part de tristesse, d'espoir quand même aussi. Un peu tout ça, c'est sa part de solitude et sa part d'espoir. Les artistes auxquels tu fais référence, Alice Coltrane notamment, Dizzy, ont beaucoup compté pour toi dans ton éducation musicale? Oui, je les ai pas mal écoutés. Je crois que mon premier disque de jazz, ça a été un best-of de John Coltrane. C'est le premier, je crois, album que j'ai écouté. Après, ça m'a ouvert vers plein d'autres jazzman, vers Miles Davis, Chet Baker. Après sont venues les voix féminines, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nina Simone, bien sûr. Et ça m'a vraiment ouvert musicalement. J'avais envie d'écouter, de découvrir des nouveaux artistes jazz à chaque fois. Mais tu n'écoutais pas que ça? Non, j'écoutais vraiment de tout. J'écoutais aussi de la variété française. On l'a dit en début d'entretien, Mouloudji, c'est un hommage à Marcel Mouloudji. Oui. Donc les chanteurs à texte, les chanteurs français ont aussi beaucoup compté dans ton éducation musicale. Oui, bien sûr, Marcel Mouloudji, Léo Ferré, Brel aussi, donc toutes ces références-là. Et puis le rap français aussi du début des années 90, Oxmo Puccino, Ayam aussi, Akhenaton notamment, avec une plume très très belle, qui m'inspire encore aujourd'hui. Je trouve que c'est un des meilleurs auteurs de sa génération. Comment on discerne, comment on choisit quand on veut s'exprimer à son tour parmi toutes les références qui nous habitent? J'avais beaucoup de biais en fait. Moi j'ai fait des études de chant en conservatoire, j'aurais pu chanter mes chansons et j'avais envie de passer par le parler et par l'écriture. Je trouve que c'est vraiment le biais qui me correspond le mieux par rapport à mes textes, par rapport à mes émotions, et c'est ce que je préfère faire. C'est-à-dire le parler, ne pas être dans la mélodie, ne pas être dans le chant pur? J'ai l'impression d'être un peu à la frontière, c'est-à-dire d'avoir un pied dans le parler
et un pied dans la chanson en fait, parce que en termes de musicalité, j'aime bien aussi parfois fredonner. Et même sur sur ce nouvel album qui va paraître le 31 mars, il y a un titre sur lequel je chante totalement, qui s'appelle Le mal qu'on ne se fait pas. Donc là, je me suis dit, vas-y, lance-toi et chante pour une fois, quoi. Et ça, c'est une première dans un album ? C'est la première fois. D'habitude, je fredonne sur quelques refrains ou par moment, même là sur Blue Note qu'on a entendu juste avant. Et là, vraiment, durant toute la chanson, je chante. J'ai pas mis de vocodeur, j'ai pas mis de filtre pour arranger la voix, donc tout est purement naturel. Et pourquoi l'avoir fait ? Pourquoi s'être lancé ? Pourquoi sur ce titre en particulier ? Parce que c'était une chanson, et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai écrit ce titre, je l'avais plutôt pensé pour une voix féminine, et plus pour une chanteuse. Mais après, je me suis dit, en écoutant beaucoup de chanteurs de variété française aujourd'hui, je me suis dit, mais si eux ils chantent, fais-le, quoi. Tu peux te lancer. Benjamin Biolay il chante, Vincent Delerme, tu peux y aller. Faut qu'on revienne tout de même sur le titre de ce nouvel album, Beat Generation. Une petite explication de texte peut-être sur ce qu'est cette Beat Generation. Ça nous évoque des noms comme Jacques Kerouac, ça. C'est un mouvement littéraire très très fort qui a marqué les États-Unis dans les années 50-60 et qui est un peu à l'origine du mouvement un peu beatnik. Ils avaient en fait comme fondement le jazz, d'une part dans leur écriture qui était très improvisée, très jazzy. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi le titre de cet album-là, pour rendre hommage aussi à leur écriture assez intuitive, spontanée, avec beaucoup d'images. Et c'était comme un espèce de voyage, une porte ouverte, une invitation au voyage. À une époque, donc, on était épris de liberté. Oui, c'est ça. Et on le revendiquait haut et fort. C'est ça. On brisait les codes. Oui, on brisait les codes et les normes, et on avait envie d'écrire sans qu'il y ait de contraintes, et avec cette notion de liberté en point de mire. Que certaines personnes donc, ont vécu à fond les ballons oui, tout au long de leur vie. C'est ça. Se sont parfois brûlés les ailes aussi. Oui, parce qu'il y avait ce côté assez excessif, mais justement, moi, j'ai essayé de prendre plutôt les belles choses de ce mouvement-là, et je leur laisse les excès voilà. Rendre hommage à la Beat Generation en 2023, ça résonne comment en toi ? Qu'est-ce qu'elle t'inspire, notre époque actuelle ? Je suis content de vivre dans cette époque-là. En fait, il y a beaucoup de gens qui critiquent notre époque, et ça m'a toujours fait penser un peu à ce film de Woody Allen, Midnight in Paris, où le personnage en fait se retrouvait dans différentes époques et critiquait l'époque. Les gens critiquaient l'époque dans laquelle ils vivaient, en disant oui, c'était meilleur dans les années folles. Et moi, je suis heureux de vivre dans mon époque et de promouvoir ce message-là. Et je trouve qu'il y a une vraie résonance, et qu'il y a un vrai besoin justement de ce genre de message aujourd'hui. Encore plus que dans les autres époques. Qu'as-tu envie de répondre lorsqu'on te dit c'était mieux avant ? Je pense qu'on a des belles choses à prendre de chaque époque. Et c'est aussi notre responsabilité de faire en sorte que notre époque aussi soit belle. Oui, aussi, ouais, en mettant de la poésie, en mettant de l'amour, de la bienveillance et toutes ces choses qui sont humaines en fait. Malgré tout, Mouloudji, on va remonter le temps ensemble. D'accord, allons-y. Oui. On remonte à 2022, c'est pas si loin. C'était ton 3e album, oui. L'épaisseur dans nos peaux. Le titre, c'est Bleu, et ce titre en lui-même nous ramène encore plus loin. Il nous ramène dans les années 80, puisque c'est une chanson, c'est un morceau très personnel, où tu évoques ta relation avec ton papa. Bientôt je serai plus âgé que mon père. De lui ne me reste plus qu'une silhouette enrobée d'une gabardine beige. L'odeur des gitanes bleues sur sa peau, mêlée à de l'eau de Cologne. Un carnet d'adresses avec des numéros à 8 chiffres. Les nappes en papier rouge dans le restaurant où nous allions déjeuner. Les séances de cinéma à 5 francs. Les banquettes orange en Moleskine, dans le train de banlieue, sa voix chaude qui répondait au téléphone, son sourire dans le rétroviseur de la Citroën CX, les dimanches au cirque. Ses cheveux gominés comme un acteur félinien, son pantalon de costume gris et son débardeur blanc, la serviette sur l'épaule, le claquement du rasoir sur l'évier, et son regard métastasé qui s'en va sur le chemin de l'hôpital.
Sur mon tourne-disque, les mélodies d'Ennio Morricone me reviennent comme des vagues de l'enfance. Comme des vagues de l'enfance. Mon premier souvenir de Coupe du Monde remonte à Mexico, 86. Devant l'écran de télévision bombé comme une voile, nous admirions avec mon père les ciels blancs de Diego Maradona. Et en le voyant passer en revue toute l'équipe d'Angleterre, restée figée sous ses dribbles, je me disais que je voulais traverser la vie de cette manière-là, sans effort apparent. Je tenais entre mes mains mon premier album Panini, où je collectionnais les vignettes que je serrais tels des trésors. Je ne l'ai jamais terminé, il en manquera toujours une. Sur mon tourne-disque, les mélodies d'Ennio Morricone me reviennent comme des vagues de l'enfance. Me reviennent comme des vagues de l'enfance. D'Ennio Morricone me reviennent comme des vagues de l'enfance. Comme des vagues de l'enfance. Bleu, extrait de L'épaisseur de nos peaux, album sorti en 2022. Donc un texte écrit par toi, Mouloudji, une musique composée par un proche, par un ami ? Oui, par un compositeur qui est malheureusement décédé l'année dernière, Iwan Namnouch, qui est un grand compositeur nancéen. Et un titre qui fait écho à ta relation avec ton papa, donc c'est quelque chose de très personnel. C'est toujours compliqué de se dévoiler à ce point, et en même temps, on sent en toi cette grande sensibilité qui fait que je pense que c'était essentiel pour toi d'évoquer la mémoire de ton père. Oui, j'avais besoin de mettre des mots dessus, et c'est sans doute mon texte le plus personnel et intime que j'ai partagé dans mes chansons. Avec cette qualité que tu as de réussir à transmettre des images quand tu évoques l'écran de télévision bombé comme une voile, ça parle à tous les enfants, c'est ça. À tous les enfants des années 80 qui ont connu ces téléviseurs à tube cathodique qui n'avaient pas des écrans plats, effectivement, mais bien bombés, assez impressionnants, et devant lequel on passait beaucoup de temps avec nos parents ou nos grands-parents. C'est peut-être une habitude qui s'est perdue, ça d'ailleurs, sans juger. Je ne sais pas si c'était mieux ou pire que ce qu'on a aujourd'hui, mais il y avait ce temps, un peu ce rituel quotidien où on passait du temps en famille devant le téléviseur. Oui, c'est vrai, et puis il fallait se lever aussi pour changer de chaîne. Ouais, quel effort incroyable. Qu'on fait plus aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai que c'était un moment où on se retrouvait souvent dans les familles, pas seulement pendant les Coupes du Monde, mais aussi des fois les dimanches, aussi devant les émissions de Michel Drucker, ou le soir, devant les jeux télévisés. Oui, c'est vrai, il y avait ce moment-là où on était ensemble. Et puis autre image, là, très difficile, quand tu évoques le regard métastasé de ton papa qui s'en va à l'hôpital, c'est une image qui t'a marqué aussi. Ah bah oui, clairement. Bah, je l'ai encore en moi aujourd'hui, donc bien sûr. Et tu évoques le fait que tu vas devenir plus vieux que lui aussi. C'est le cas maintenant ? Bah oui, c'est le cas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on ressent ? Bah, je suis heureux d'être celui que je suis aujourd'hui, je pense. Je pense qu'il y aurait beaucoup de fierté dans ses yeux de voir ce que je fais aujourd'hui, pas que musicalement. Je pense en tant qu'homme, dans mes valeurs, dans ce que je suis avec les gens, dans ma famille. Donc je pense que c'est un tout, et je crois que je suis heureux de ce que je suis aussi aujourd'hui. Il t'a transmis des valeurs et un goût pour la musique aussi. Tu évoques sa passion pour Morricone. Oui, et puis il jouait beaucoup d'harmonica aussi. Il était un peu batteur, il dessinait. C'était un artiste qui avait des mains en or aussi, même si il les utilisait pour faire de la serrurerie. Et en lui, comme dans beaucoup de gens, des fois on passe à côté de certains grands artistes parce qu'ils sont contraints aussi d'aller travailler. Mais dans ses mains, je crois qu'il y avait il y avait un grand artiste. Il y avait De Vinci. Pour moi, il y avait tout ça chez lui. Tu l'as dit, Bleu, c'est ton titre le plus personnel, mais est-ce que d'une manière générale, tu te dévoiles dans tes chansons ? Oui, je raconte beaucoup d'histoires. C'est vrai que j'aime bien aborder. Après, c'est vrai qu'on a tellement parlé et écrit des chansons d'amour
que c'est toujours en fait pour moi difficile d'aborder ce thème-là en fait avec un prisme différent, et c'est ça qui fait la richesse d'une chanson, c'est de parler d'un thème qui a déjà été abordé des millions de fois, mais l'amener avec un autre regard, une autre sensibilité, un autre prisme, et c'est ça qui est souvent compliqué, mais je mets toujours un peu de moi dans des chansons, toujours, il y a toujours une parcelle de moi. Reprends-moi si je me trompe, mais on sent chez toi une grande sensibilité, même dans ton regard. Il y a cette sensibilité qui est une force, mais qui peut aussi, au quotidien, parfois non pas être une souffrance, mais quelque chose qu'il faut porter quand même, qu'il faut assumer. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais je me dis être sensible, c'est pas facile tous les jours non plus. Dans un monde parfois qui peut être dur, mais je pense que ma sensibilité, je la mets beaucoup dans mes textes, mais au quotidien, je pense être quelqu'un. Tout va bien. Ouais, tout va bien. Bah, c'est super. Tout va bien. Voilà. On va pas se plaindre alors. Bah non, tout va très bien. Je pense que mes émotions, justement, ça sert à ça l'écriture. C'est justement pour moi presque un déversoir d'émotions. Voilà. Tu as une hygiène d'auteur ? Oui, en fait, j'essaye. En fait, je suis un couche-tôt et je suis un lève-tôt. Et j'écris souvent le matin, en fait, avant d'aller travailler. J'écris souvent entre 5h30 ou 6h ou 7h. Et puis après, je vais au travail. Et c'est un rituel que je me suis installé. J'écris pas forcément tous les jours, mais j'essaye d'écrire en fait quand ça vient, quand un thème m'inspire, quand un article de presse m'inspire ou un film. Ou une photographie, j'ai besoin d'avoir un déclic, quelque chose qui va déclencher en fait le processus d'écriture. Tu disais que tu es heureux de vivre à cette époque. Est-ce qu'il y a justement dans ce que tu vois autour de toi, de ce que tu vois dans notre époque, dans notre société, des événements ou des gens qui t'inspirent ? Beaucoup on va dire des auteurs, des chanteurs. J'ai beaucoup d'admiration pour Gaël Faye. Je trouve que c'est un grand auteur. Raphaël Lanader aussi, que j'adore. Feu Chatterton aussi, un groupe que je suis pas mal. Et on va dire tous ceux qui essayent de mettre de la poésie en fait dans leur écriture et au centre de leur art. Tous ceux qui créent, qui ont envie de mettre du sens en fait dans leurs écrits. C'est vraiment ces gens-là dont je suis très admiratif. Il y en a beaucoup aujourd'hui, des artistes qui mettent du sens dans leurs écrits. En fait, je trouve que ça revient vraiment en force. Je parlais de ces auteurs-là, mais on avait perdu un peu cet état d'esprit-là de l'époque de Marcel Mouloudji, de Léo Ferré, et je trouve que c'est vraiment en train de revenir et qu'il y a vraiment des gens qui prennent le temps de construire des textes léchés, beaux, bien écrits, de trouver des jolies mélodies pour les accompagner. Et qui rencontrent un public. Hein. Oui, qui remplissent des salles. Donc je me dis, il y a aussi une forme d'espoir de se dire que finalement la poésie, il y a des gens qui sont réceptifs. Et tu parlais tout à l'heure du Coiffé Slam au Royal, et en fait, il y a de plus en plus de monde qui vient dans ce lieu-là. Donc je me dis, aujourd'hui, finalement, dans notre époque, la poésie attire, la beauté attire encore, et c'est beau, et je suis heureux en fait que ce soit comme ça. Je ne vais pas y revenir en détail, pour cela je renvoie à l'entretien avec Tanguy consacré au Coiffé Slam, mais il est vrai que j'étais très marqué par l'ambiance de cette soirée, par la diversité des personnes présentes et par la beauté en fait de ce rassemblement et du partage des émotions. C'est quelque chose, à titre personnel, que j'ai expérimenté assez rarement, trop rarement sans doute. Alors il y a peut-être beaucoup d'opportunités de ce type que j'ignore, mais je me dis c'est précieux d'avoir ça. C'est beau, tout simplement. Et toi-même, cette beauté, tu la côtoies depuis longtemps. Tu es un fidèle de ce type de rencontre. Je crois que c'est depuis 2018 en fait que je viens régulièrement, presque tous les mois, on va dire. Avec un texte nouveau, ou alors les textes de mes chansons. J'aime bien les partager avec ce public-là. Tu viens t'exprimer, tu viens te nourrir aussi des textes des autres. C'est ça, écouter aussi les jolis textes des autres poètes. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on réalise qu'il y a tant de personnes qui ont de belles choses à partager, ou qui ont des colères saines aussi à partager. On se dit qu'on n'est pas seul, voilà, et que la poésie attire encore des gens aujourd'hui dans sa diversité, dans sa grande richesse. En voyant les différents textes, les différentes sensibilités, je trouve qu'il y a une vraie
une vraie richesse oui, dans cette... J'appellerais ça un cocon un peu, un cocon poétique. Je cherchais le terme. Tu évoquais donc ces personnes qui t'inspirent aujourd'hui, mais dans ma question, j'évoquais aussi les événements ou les courants actuels dans notre société qui pourraient t'inspirer. Est-ce qu'il y en a ? Les événements... Des évolutions de société ou autres, hein. Oui, je pense aussi peut-être l'outil Internet, l'accès un peu à l'immédiateté. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la notion de lenteur. Et je trouve qu'aujourd'hui, parfois, les choses vont un peu vite. Et moi, ça m'inspire en fait de mettre parfois un peu de lenteur dans une société, dans la société de la vitesse en fait, où tout doit aller vite. J'aime bien des fois qu'on ralentisse un peu. Tu avais écrit d'ailleurs un texte sur l'intelligence artificielle. Oui, c'était un de mes derniers textes que j'ai écrit, je crois, il y a une quinzaine de jours, et mon téléphone l'avait effacé, donc il n'était pas content que j'insulte ce robot. Voilà. C'est poétique, il y a une ironie poétique. C'est ça. Je pourrais presque m'en servir pour écrire un autre texte dessus. Tu évoques la lenteur, j'ai sous les yeux le titre de ton album sorti en 2021, c'était Rythmique de l'asphalte. Quel est le sens justement de cette expression rythmique de l'asphalte ? Ça donne une impression de vitesse justement. C'est plus donner une pulsation de vie en fait au béton. C'est un projet que j'ai fait avec un photographe, Cyril Ruchet, donc qui mêle écriture, photographie et musique. Et on s'était donné comme objet justement de faire vivre un peu la rue, en fait, de lui donner sens, de lui donner vie à travers ses photos. Donc c'était plus une pulsation rythmique qu'on voulait donner un peu au paysage urbain qui nous entoure. D'accord, c'est plus clair. Et puis il y a cet album, le tout premier, oui, dans ta carrière, du jazz partout, dans l'air du temps, qu'on va écouter. Je te laisse nous présenter le morceau avant. Dans l'air du temps, c'est un des premiers morceaux que j'ai enregistré avec donc le pianiste dont je parlais tout à l'heure, Iwan Namnouch, et il évoque un homme un peu en fin de carrière musicale et qui cherche à continuer d'exister dans le paysage audiovisuel français, qui est là et qui vieillit, et qui voit que les jeunes arrivent et qu'il se sent un peu dépassé, et qui sent qu'on va l'oublier. Que deviendrai-je quand je ne serai plus dans l'air du temps, lorsque je ferai plus d'audimat, retomberai dans l'anonymat? Si les lumières s'éteignent, est-ce que je vivrai le fait de ne plus être à la mode, comme une petite mort, quand je ne serai plus l'idole dans le cœur des baby-dolls, et que leurs mains ne s'accrocheront plus aux vitres de ma Rolls? Pourrais-je traverser sans effort les vagues et les époques et rester figé sur la couverture des Inrocks? L'amour, c'est comme les principes, ça ne dure qu'un temps, une seconde, un hit, l'espace d'un printemps. Les aiguilles d'une Rolex ne ralentissent pas les heures, ni les souffrances qui pèsent, ni l'usure d'un Lee Cooper. L'amour, c'est comme les principes, ça ne dure qu'un temps, une seconde, un hit, l'espace d'un printemps. Les aiguilles d'une Rolex ne ralentissent pas les heures, ni les souffrances qui pèsent, ni l'usure d'un Lee Cooper. Dans les 60s, on s'échangeait encore les disques. On a connu le son des Pixies, la main de Jackie Kennedy. On voulait bouleverser les normes et s'affranchir des codes. Et on rêvait que notre père s'appelait Billy Idol. Il n'y avait pas le sida et son compte à rebours, ni ses histoires d'amour qu'on regrette comme un tatou. Génération baby boomer qui n'a pas connu la guerre. La lumière des projecteurs se traîne désormais derrière. L'amour, c'est comme les principes, ça ne dure qu'un temps, une seconde, un hit,
l'espace d'un printemps. Les aiguilles d'une Rolex ne ralentissent pas les heures, ni les souffrances qui pèsent, ni l'usure d'un Lee Cooper. L'amour, c'est comme les principes, ça ne dure qu'un temps, une seconde, un hit. L'espace d'un printemps, les aiguilles d'une Rolex ne ralentissent pas les heures, ni les souffrances qui pèsent, ni l'usure d'un Lee Cooper. Dans l'air du temps, extrait de l'album Du Jazz Partout, sorti en 2019. Quel drame, Mouloudji, pour un artiste de ne plus se sentir aimé, de ne plus être aimé. Oui, je pense que ça doit être une des pires souffrances. Malheureusement, il y a très peu d'artistes qui arrivent à s'inscrire dans le temps, à faire en sorte que leurs chansons restent. Et je crois que c'est un de mes rêves, c'est que des gens puissent écouter mes chansons dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et de se dire elles sont encore d'actualité, elles parlent, elles résonnent en eux. C'est ce désir profond, il correspond à quoi? C'est vouloir, c'est espérer qu'une part de soi demeure, soit éternelle? Oui, presque. Ouais. C'est presque ça. Mais le simple fait de s'exprimer, par exemple, sur scène et de rejoindre un public, peu importe qu'il y ait en face 3, 5, 10, 100, 1000, 10 000 personnes, le fait d'entrer en contact ne serait-ce qu'avec une personne, est-ce que ce n'est pas ça le plus important? La scène, après, c'est deux choses différentes, mais c'est vrai que la scène, c'est quelque chose de plus fort, parce qu'il y a l'aspect écriture, choix des musiques, enregistrement en studio, mais la scène, c'est presque... Moi, je pense que je me suis jamais autant senti à ma place que sur scène. Parce qu'on a tous en souvenir, en mémoire des souvenirs liés à des concerts ou même des disques un peu obscurs qu'on a écoutés, mais qui comptent beaucoup pour nous. Donc même quand on croit qu'on a été oublié, il y a toujours une part de nous qui reste. Oui, aussi, et puis on laisse quelque chose aussi sur scène aux gens, bien sûr. La scène, tu es très présent? J'essaye, dès que j'ai des opportunités de faire des scènes, je vais faire pas mal de concerts à domicile les prochaines semaines. Je trouve que c'est aussi une manière différente de proposer aussi un autre public qui ne me connaîtrait pas forcément. Et puis des concerts qui sont prévus. J'ai le 25 mars, quelques jours avant la sortie de l'album, un concert à la MJC du Haut-du-Lièvre, auquel je tiens beaucoup. Et puis aussi la préparation d'autres projets aussi, d'un nouveau projet que je prépare en ce moment aussi. Et enfin, il y a une dimension qu'on a effleurée mais qu'on n'a pas approfondie, c'est la dimension du travail d'équipe, entre guillemets. Il y a ce travail d'écriture qui est très personnel, mais après, tu t'entoures de musiciens, de compositeurs. Tu as évoqué ce musicien qui malheureusement nous a quittés, qui a beaucoup compté pour toi, qui a fait effectivement un travail magnifique. Cette dimension travail d'équipe, elle intervient à quel moment dans ton processus créatif ? Ça peut être à la fin de la phase de l'écriture, où je peux envoyer mes textes à un musicien, ou alors, inversement, le musicien que je sollicite m'envoie des musiques. Et à ce moment-là, moi, je peux écrire aussi à partir de ces musiques-là, si elles m'inspirent quelque chose. Et j'ai besoin quand je reçois une musique, de sentir les poils tout de suite. Et je sais si je vais choisir ou pas cette mélodie-là. Mais ça peut se faire dans ces deux sens-là. Et puis après, on crée les chansons, on essaie, on se trompe, on recommence. Mais ça fait partie des phases que j'aime le plus faire, en fait. Et c'est un besoin pour toi, ça aussi, cette dimension, ce moment où quelqu'un d'autre entre dans ton univers et apporte aussi sa propre sensibilité qui va faire que vous créez ensemble quelque chose de différent, quoi, qui n'est ni totalement à toi, ni totalement à lui. Oui, c'est ça, c'est un autre regard aussi. Et parfois, ça me force aussi à changer des choses. Je peux changer des mots, je peux changer des tournures de phrases pour m'adapter aussi à la musique. Et ça m'ouvre aussi d'autres portes. J'essaye de m'entourer de compositeurs assez différents. J'ai travaillé avec des pianistes, des beatmakers, donc des compositeurs qui travaillent avec des machines. Et à chaque fois, j'étais très heureux de ces belles collaborations et ça a apporté une couleur différente. Tous mes projets ont une couleur différente. Je rappelle, Mouloudji, que ton nouvel album Beat Generation sort le 31 mars 2023. Il sera disponible sur toutes les plateformes en ligne, donc en digital. Que te souhaiter pour la suite ? Une belle réussite déjà sur ce projet qui arrive. Et puis d'autres albums aussi. Et aussi de pouvoir
J'ai un rêve qui me tient à cœur, c'est d'écrire pour les autres, d'être parolier. Et j'aimerais beaucoup, après peut-être les 2 prochains projets, me consacrer vraiment à ça et d'écrire des chansons sur mesure pour les autres artistes. Eh bien, souhaitons que ton vœu soit exaucé. Et on ne l'a pas préparé, mais comme je sais maintenant que tous tes textes sont dans ton téléphone portable et qu'il est juste à côté de toi, j'aimerais qu'on termine par une dernière lecture. Un texte récent, pas récent, ce que tu veux. Tu es vraiment totalement libre. Laisse-toi inspirer par le moment. Eh ben, je vais faire celui que j'ai fait sur l'intelligence artificielle. Que tu as retrouvé, donc. Bah, si mon téléphone me laisse le retrouver, je crois que c'est surtout ça, en fait, la difficulté. Et on va donc se quitter sur ce texte autour de l'intelligence artificielle. On t'écoute, Mouloudji. Alors vas-y, écris-moi, robot. Distille-moi un poème, robot. Juste une suite de mots blêmes, robot. Sans âme et sans ardeur, robot. Alors vas-y, écris-moi, robot. Toi qu'as jamais vu la mer, robot. Toi qu'as jamais senti le vent sur ta peau, robot. D'ailleurs, t'as même pas de peau, robot. Alors vas-y, écris-moi, robot. Toi qu'as jamais voyagé, robot. Toi qu'as jamais vu le Colisée, robot. Toi qu'as jamais pleuré, robot. Alors vas-y, écris-moi, robot. Des sentiments comprimés, robot. Des amours de synthèse, robot. Des baisers pixelisés, robot. Alors vas-y, écris-moi, robot. Dessine-moi la Joconde, robot. Construis-moi des églises, robot. Compose-moi de la musique, robot. Alors vas-y, écris-moi, robot. Avec tes tripes et tes émotions, robot. Avec tes souvenirs et ton cœur, robot. Mais t'en as pas sous ton processeur, robot. Alors vas-y, écris-moi, robot. Toi qu'as jamais souffert, robot. Toi qu'as jamais perdu ta mère, robot. T'as juste un bouton reboot, robot. Alors vas-y, écris-moi, robot. Tu me demandes si je suis un robot. Je te demande, moi, si tu respires, robot. Moi, j'ai une mémoire vive, robot. Alors vas-y, écris-moi, robot. Tu peux pas me débrancher, robot. J'oublie pas les visages, robot. La moindre parcelle de rire, robot. La moindre parcelle de vie, robot. Alors vas-y, écris-moi, robot. Distille-moi un poème, robot. Juste une suite de mots blêmes, robot. Sans âme et sans ardeur, robot. Merci beaucoup, Mouloudji. Eh ben de rien, c'était un plaisir d'échanger avec toi.